Et si le cœur même de notre système économique, la croissance à tout prix, était en réalité le problème? Aujourd'hui, on se penche sur un modèle économique complètement différent, une sorte de boussole pensée pour les défis de notre siècle. Faut savoir que depuis plus de 70 ans, nos économies sont obsédées par un seul et unique objectif. Un objectif qui a pris toute la place, un peu comme un intrus qui aurait éjecté tout le reste du nid. Pour bien comprendre ça, l'économiste Kat Raworth utilise une métaphore vraiment parlante. Notre obsession pour la croissance du PIB, c'est comme un oisillon coucou. Une fois qu'il a éclos dans le nid de l'économie, il a tout simplement poussé les autres objectifs par-dessus bord. Le bien-être, la justice sociale, la santé de la planète, tout y est passé. Du coup, cette situation nous force à revenir à une question fondamentale, une question que l'économie semble avoir complètement oubliée. Au fond, à quoi ça sert une économie? Pour qui et pourquoi est-ce que ça doit fonctionner? Eh bien, au lieu de se concentrer sur le bien-être des gens, un seul indicateur est devenu une obsession mondiale, la croissance du PIB. On nous l'a présenté comme la solution magique, la réponse à absolument tous nos problèmes. Ce qui est assez ironique, c'est que la personne qui a inventé cet indicateur, Simone Kuznets, avait elle-même prévenu qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser pour mesurer le bien-être d'un pays. Mais bon, cet avertissement a été totalement ignoré. Et le coucou a continué de grossir. Bon, alors si la croissance du PIB est le coucou, comment on fait pour reprendre le contrôle du nid? Il nous faut un nouveau cap, une nouvelle boussole pour nous guider. Et là voilà, cette boussole. C'est ce qu'on appelle l'économie du donut. C'est une vision de la réussite économique qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. L'objectif est simple en apparence, mais super ambitieux. Répondre aux besoins de tout le monde, tout en respectant les limites de notre planète. Alors, comment ça marche ce donut? En fait, il y a deux frontières à ne pas franchir. La première, c'est la limite intérieure, l'anneau central. C'est le plancher social. Si on passe en dessous, ça veut dire qu'on laisse des gens sur le carreau, privés de l'essentiel. Et là, on parle des bases, avoir assez à manger, accès à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, mais aussi des choses comme l'équité, la justice et le fait d'avoir son mot à dire dans la société. Le principe est simple, on ne laisse personne de côté. Et puis, il y a la deuxième frontière, la limite extérieure. C'est le plafond écologique. Si on la dépasse, là, on commence à mettre en danger les systèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. C'est un peu la ligne rouge à ne pas franchir. Ces limites, ce sont les grands équilibres de la planète dont on dépend tous. Un climat stable, une biodiversité riche, de l'eau douce en quantité suffisante, une couche d'ozone qui nous protège, bref, tout ce qui rend la vie possible. Et voilà, l'objectif ultime d'une économie du XXIe siècle, c'est donc d'arriver à se glisser à l'intérieur du donut, dans cet espace sûr et juste où les besoins humains sont satisfaits et où la planète n'est pas mise à sac. C'est là que l'humanité peut vraiment prospérer. Ok, l'idée est séduisante. Mais pour y arriver, il ne suffit pas de faire quelques petits ajustements. Non, ça demande de repenser en profondeur la manière même dont nos économies sont conçues. Le premier grand changement, c'est de passer d'économies qui sont, par nature, clivantes, c'est-à-dire qui concentrent la richesse, à des économies qui sont distributives par conception. L'idée, c'est de ne pas attendre que les inégalités se créent pour essayer de les corriger après coup, mais de les empêcher d'apparaître dès le départ. Et il suffit de regarder la situation aujourd'hui pour comprendre l'urgence. Les richesses sont concentrées de manière extrême. Un système distributif, à l'inverse, serait conçu pour que la valeur créée soit partagée beaucoup plus équitablement. Deuxième transformation indispensable, il faut que nos économies arrêtent d'être dégénératives, c'est-à-dire qu'elles épuisent des ressources, pour devenir régénératives. Il faut qu'elles se mettent à travailler avec les cycles de la nature, et pas contre eux. Concrètement, ça veut dire créer des systèmes circulaires et non plus linéaires. L'idée, c'est un peu de copier la nature. Les déchets d'un processus deviennent la nourriture pour le suivant. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien là, c'est pareil. Bon, maintenant qu'on a cette nouvelle boussole en main et qu'on connaît les grands principes, où en est-on concrètement à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on est proche du but? Alors, la réponse est assez directe et un peu brutale. Absolument aucun pays au monde ne se trouve actuellement à l'intérieur du donut. Personne. Cet équilibre parfait, personne ne l'a encore atteint. Et ce graphique, il illustre parfaitement le grand écart mondial. D'un côté, les pays riches répondent plus ou moins aux besoins de leur population, mais en explosant complètement le plafond écologique. De l'autre, les pays à faible revenu respectent souvent les limites planétaires, mais au prix de grandes souffrances sociales. Face à ce dilemme, la solution qu'on entend le plus souvent, c'est la fameuse croissance verte. L'idée serait de continuer à faire croître le PIB, mais de manière propre. Sauf que cette stratégie repose sur une supposition qui n'a jamais été prouvée. Parce que quand on regarde les chiffres, le constat est sans appel. On n'a jamais réussi, nulle part, à faire croître l'économie sans augmenter en même temps notre consommation de ressources. Pour l'instant, la réalité, c'est que plus de croissance, ça veut toujours dire plus de pression sur la planète.
Tout ça nous montre que pour faire face à cette urgence, les nouvelles technologies ne suffiront pas. Le changement doit être plus profond. Il s'agit de changer notre manière de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. Il faut savoir que pendant des siècles, toute la théorie économique s'est construite sur une caricature de l'humanité, l'Homo economicus. Cet individu purement rationnel, égoïste, qui ne pense qu'à maximiser son propre intérêt. Le problème, c'est que ce portrait robot, il a été dessiné en étudiant un tout petit groupe de personnes. Un groupe que les chercheurs appellent « weird ». C'est un acronyme anglais qui veut dire occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Un groupe qui représente à peine 12% de l'humanité. C'est un peu léger pour définir la nature humaine, non ? Car en réalité, et les sciences humaines le confirment, nous sommes des êtres bien plus complexes. On est des êtres sociaux, profondément interdépendants, et bien plus capables de coopérer et de prendre soin du bien commun que ce que les anciens modèles voulaient nous faire croire. C'est sur cette nature-là qu'on peut construire un avenir différent. Alors voilà où on en est. L'objectif, le donut, il est clair. Les principes pour y arriver, on les connaît, et on sait même qu'on a, en tant qu'êtres humains, les capacités pour y parvenir. Alors, la question finale, la plus urgente peut-être, c'est qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette transition ?